On les remercie de s'être levés ce matin pour un premier échange un peu crépusculaire et apocalyptique, puisque le titre est l'économie collaborative a-t-elle encore un avenir ? C'est vrai que c'est anxiogène pour le matin. Bah oui. Parce que le monde a encore un avenir, finalement. Alors, cher Arthur, je voudrais bien que pendant la petite demi-heure qu'on a ensemble, on se cantonne à l'économie collaborative. Garde ça pour la conclusion. Ouais. Voilà. Déjà, il pleut dehors, etc. C'est un peu compliqué. Donc, Arthur est un des cofondateurs de WeShare, qui est un collectif, un think tank, un collectif de réflexion autour de l'économie collaborative. Alors, Cocorico, on est français, mais après, on a essaimé un peu partout dans le monde. Donc, on va essayer d'avoir une vision à la fois française et internationale de l'économie collaborative. Il y a quelques mois, tu as beaucoup inquiété les réseaux sociaux avec une tribune qui a beaucoup tourné, d'abord sur le magazine de WeShare, puis dans Socialterre et d'autres titres où tu annonçais la mort de l'économie collaborative en disant voilà, c'est fini. Au moment même où la presse traditionnelle, Challenge, Les Échos, célébrait le triomphe de l'économie collaborative. Alors, est-ce que tu es plus intelligent que les titres de presse économique classiques ? C'est dur de me poser la question comme ça le matin. Tu parlais de quel journal ? Challenge, le magazine des nouveaux conquérants. C'est vraiment le sous-titre. Non, mais ils sont sympas. Ils sont sympas. Oui, non, j'ai vu par exemple récemment une étude, la semaine dernière, PwC, qui annonçait l'économie collaborative plus 2000% dans les 15 prochaines années. Le problème, c'est qu'en fait, je ne comprends plus ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en disant que alors c'était pas tant une façon d'énoncer, c'était plus acté pour moi et pour pas mal de mes camarades qui avaient porté ce concept, qui avaient participé un petit peu à ce mouvement-là pendant quelques années, puisque WeShare, ça a 4 ans maintenant. C'est une façon de dire, bon, nous, finalement, on se sent plus... En toute honnêteté, on ne peut plus faire comme s'il y avait un grand mouvement général, une grande vague qui allait remplacer l'économie traditionnelle toute pourrie qu'on n'aime pas, et comme si les lendemains qui chantent étaient en train de se préparer derrière, là... avec tout plein de mantras, enfin, dont on reparlera. Donc c'était pas une façon de dire que c'était pas siffler à la fin de la récré. C'était pas dire, il s'agissait pas en fait de dire que les initiatives, les projets, tout ce qui est décrit sous le vocable économie collaborative n'allait plus exister. C'était une façon de dire qu'en fait on pouvait plus penser les transformations en cours. On ne pouvait plus les conceptualiser comme ça. On ne pouvait pas avoir une espèce de grosse étiquette sous laquelle on rangeait tout en se disant, bah, écoutez, c'est très bien. Finalement, il y a des consommateurs. Vous allez parler des consommateurs après. Les gens consomment différemment, les gens produisent différemment, financent différemment. Et tout ça, en fait, peu ou prou, va va créer justement une espèce de nouveau paradigme économique qui va se substituer à celui qu'on connaît maintenant et qu'on trouve morose. Alors, c'était quoi l'économie collaborative quand on était plus jeune, parce qu'on a un peu vieilli, hein, côté WeShare, tu le sens, on est marqué. C'était une espèce de vague d'espoir. C'était quelque chose qui suscitait un enthousiasme assez fort de se dire qu'effectivement, en marge de l'économie capitalistique traditionnelle, en marge des structures du travail qui ne nous plaisaient pas forcément, quelque chose d'autre, une espèce de paradis terrestre futur était en train de s'esquisser. Vous savez, toutes les histoires racontées par des gens comme Jeremy Rifkin et compagnie. Des histoires que j'ai pu gober comme certains. J'aime bien Jeremy Rifkin, mais je trouve qu'en fait, il y a le même degré de scientificité chez Jeremy Rifkin que chez Jules Verne pour penser la conquête spatiale. Donc tout cela était inspirant, était intéressant. Après, je trouve, et là c'est le moment de plomber l'ambiance, qu'effectivement, après 2015-2016, c'est compliqué de se dire en toute honnêteté que le monde est une chose, qu'un monde formidable s'annonce parce que l'usage l'emporte sur la possession. J'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça. Alors, on va appuyer sur pause. S'il y a d'aussi grands écarts entre ta vision de l'économie collaborative n'a plus de raison d'être et PwC, donc PricewaterhouseCoopers, qui annonce plus de 2000% et Challenge qui dit que ça marche, c'est qu'il y a forcément des effets d'affichage qu'on connaît avec d'autres secteurs. On sait que dans l'ESS, donc l'économie solidaire et sociale, quand elle voulait parler au pouvoir public et dire « nous sommes gros, nous sommes forts, nous existons », elle rentrait dans le chiffre d'affaires de l'ESS le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne, même s'il y avait des subprimes grecs, parce que ça faisait plus important. Donc pour l'économie collaborative, il n'y a pas le Crédit Agricole, mais il y a Uber, il y a Airbnb, qui ont évidemment explosé. Donc d'un côté, on compte ça, et de l'autre, il y a sans doute une vraie économie collaborative, mais si on devait se limiter à elle seule, elle serait encore peanuts, y compris en 2016. Donc comment est-ce qu'on fait le distinguo entre le vrai et le mauvais chasseur et la bonne économie collaborative ? Parce que Uber, maintenant, tout le monde a à peu près acté que ça n'en était pas. Oui, mais en même temps, c'est une boîte qui marche, effectivement, c'en est pas, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques années qu'on parle de... C'est pour ça que le concept ne tient plus, à mon sens, qu'il est complètement éclaté. C'est que ça fait quelques années qu'on parle d'économie collaborative et on se retrouve, encore une fois, quand on veut parler d'exemples,
quand on veut évoquer concrètement ce qu'est l'économie collaborative, on dit Airbnb, Uber. Et après, on est un peu emmerdé pour trouver d'autres exemples pour dire, ah ben tiens, parce qu'effectivement, derrière quelques réussites fulgurantes, il y a toute une foultitude de petits projets qui vivotent. Moi, j'en ai vu des dizaines se planter, des dizaines mourir, parce que généralement, les modèles de plateforme sont des modèles extrêmement compliqués, des modèles difficiles. Enfin, je pense qu'on en reparlera. Mais alors, du coup, je suis pas de ceux qui pensent que c'est justement, enfin, je suis pas de ceux qui pensent qu'il y a une bonne et une mauvaise économie collaborative. Pour moi, ça a toujours été un concept composite, d'une certaine façon. C'était un pari. Justement, ce qui m'intéressait moi à l'époque, c'était de me dire tiens, il y a un nouveau système en train de se constituer. C'était ça la vision qui me plaisait. C'était pas de me dire on va faire dans notre coin une économie alternative plus vertueuse et on va être 3 pelés et 2 tondus et on sera très très content de regarder à quel point on est gentil. Ce qui m'intéressait, c'était l'impact systémique potentiel. Et du coup, j'ai l'impression que l'économie collaborative, il y avait une espèce de parasitisme mutuellement bénéfique entre des gros comme Uber et des petites associations, des petits projets beaucoup plus sympas, beaucoup plus purs dans leur approche, mais qui vivotaient. Du coup, eux prenaient un peu la lumière du beurre, et du coup, vous aviez des articles de presse, de la presse économique, ou alors des gens comme PwC qui vous disaient « Regardez, c'est formidable, ça annonce quelque chose, un grand mouvement », alors que la réalité, c'était que la plupart des projets étaient en train de vivoter. Et de l'autre côté, ça donnait une patine un peu sympa, un petit peu sociale, à des plateformes géantes qui étaient en train de gagner. Donc, à un moment, ça tenait, ça allait bien à tout le monde. On avait l'impression que c'était un mouvement où tout le monde était à peu près en train d'avancer à la même vitesse, que les intérêts des uns et des autres étaient à peu près alignés. Et c'est ça qui n'est pas vrai, en fait. Alors, avant de voir ce qu'il faut qu'on garde, on va revenir sur d'autres vocables, parce qu'on va évoquer d'autres termes. À un moment, il y a eu un emballement pour l'économie du partage. La vague de l'économie collaborative, elle a été tellement forte, tellement rapide, que personne n'a voulu la rater. Et du coup, toutes les grandes boîtes classiques sont devenues collaboratives. Ils ont organisé des Entrepreneur Fest, des Collaborative Fest au sein de chez elles. Et donc, il y a des banques qui sont devenues collaboratives du jour au lendemain. Ça a été très fort du côté de l'outillage. Je pense que Casto et le Roi Merlin ont voulu surfer sur cette vague en disant, nous, on est les copains des makers, etc. etc. Est-ce qu'il y a un peu de vrai là-dedans quand même? Est-ce que les boîtes vont muter vers, je sais pas moi, de la coproduction Ça dépend des secteurs, en fait. Aujourd'hui, en fait, ce qui nous intéresse côté WeShare, c'est de regarder, c'est non plus de porter un espèce de grand concept qui est un peu fourre-tout, mais c'est de regarder effectivement ce qui se passe secteur par secteur, dimension par dimension. Alors du coup, j'ai des gens qui se passionnent pour les questions de mobilité aujourd'hui. J'ai des gens qui se passionnent pour les questions de décentralisation des structures économiques avec la blockchain, ce genre de choses. Du coup, on a moins une vision totalisatrice du truc. Il y a des gens qui s'intéressent à l'organisation du travail. Donc, il y a des entreprises qui mettent en place effectivement des transformations plus collaboratives, qui font des expériences là-dessus. Après, je suis pas dedans, quoi, donc je ne sais pas quel est le degré de réalité de la chose. Après, ouais, je pense que ne l'enterrons pas trop vite de ce côté-là, parce que je pense que mine de rien, c'est plutôt un aiguillon qui, en tout cas, remet en question certains modèles un petit peu établis et qui ont forcément à se remettre en question. Un Casto qui s'intéresse effectivement au mouvement des makers, ça me paraît pas absurde, parce que je pense pas, voilà, typiquement encore des espèces de mythologies qu'on a laissé passer. Sauf plus Casto qu'Airbnb en fait. Non, mais j'ai rien. Non, Airbnb, je suis un utilisateur. Par contre, j'ai du mal. J'aime bien Airbnb. Je trouve qu'ils font le boulot. Enfin, ça pose énormément de questions dans pas mal de villes. Vous avez des conflits dans certaines villes, avec la ville de Barcelone. Dans certains cas, ça recrée des externalités en tendance à se retourner. Ça recrée des formes de tourisme de masse qui ont tendance un petit peu à ennuyer les habitants. Mais grosso modo, je trouve que c'est un service qui est bien fait et que j'utilise volontiers. Donc je taperai pas dessus. Par contre, j'aurais du mal à vous dire que ça va changer le monde. C'est un peu plus compliqué. Mais en fait, je trouve que oui, le concept d'économie collaborative, il est parti dans tous les sens aujourd'hui. En fait, il y a 5 ans, il y avait une espèce de clair-obscur. On était un peu à l'aube d'un mouvement, donc la lumière n'était pas très très forte. Et de loin, on pouvait se dire que tout ça était à peu près pareil, que Airbnb, Uber, les AMAP, tout ce genre de choses, ça se ressemblait. Et effectivement, en fait, les choses ont évolué. Chaque secteur s'est un petit peu distingué de l'autre. Et aujourd'hui, quand vous voyez des livreurs à vélo qui pullulent dans Paris, des chauffeurs Uber et compagnie, on voit clairement qu'il y a une économie des services à la demande qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelait à une époque économie du partage. Donc vraiment, les différents concepts se sont un petit peu séparés les uns des autres. Tout ça a un petit peu décanté. Et c'est pas encore facile de voir effectivement où tout cela va. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est en miettes. Pour ceux qui ne sont pas familiers, justement, comment est-ce qu'on fait la différence entre une AMAP
et Uber Eats. C'est-à-dire, c'est pas uniquement le statut, je veux dire, la fameuse phrase, il y a des entreprises de bonne volonté et des associations de malfaiteurs, c'est pas le fait d'être en SAS ou en ONG qui fait de vous forcément quelqu'un qui est perdu pour la cause collaborative ou acquise. Est-ce que c'est la gouvernance? Est-ce que c'est le partage des richesses? Enfin, où est-ce qu'il faut mettre le curseur? Oui, il y a des questions de gouvernance, de structure quand même, parce que les structures amènent quand même un certain type de partage des richesses. Uber, on est quand même assez loin de l'association loi 1901. Vous avez des démarches plus ou moins militantes. Être dans une AMAP, c'est foncièrement une démarche militante aujourd'hui. C'est quand même plus contraignant qu'une forme de consommation traditionnelle. Vous avez des systèmes comme la ruche qui dit oui, qui sont un petit peu plus intermédiaires, qui sont moins engageants du point de vue du consommateur, qui laissent un choix, qui vous laissent une marge de manœuvre supérieure. Et du côté d'Uber Eats, on est, ou alors de Take It Easy, de Feu Take It Easy, de Deliveroo et compagnie, on est clairement dans une logique de service à la demande. C'est-à-dire que je suis consommateur avec mon téléphone et j'ai un prestataire de service en face, c'est pas un simple particulier. On n'est pas dans une économie en fait de l'amateur, on n'est pas dans le partage. On a un prestataire de service face à soi qui n'est pas salarié de l'entreprise mais qui est travailleur freelance. Mais la relation en fait économique entre moi et le livreur est assez classique finalement. On n'est pas dans une espèce de logique de partage, on n'est pas dans une espèce de kibbutz. Oui, on en est loin. On en est assez loin. Comme tu parles très vite, tu es passé très vite, tout à l'heure sur une notion relativement importante, c'est le passage de l'économie de la possession à l'usage. Et au moment de l'explosion de l'économie collaborative, on avait dit on change de monde. Regardez, plus personne ne veut avoir de vélo, on a un Vélib, plus personne ne veut de bagnole, on a Autolib, etc., etc. Et du coup, le monde de demain sera partage et les boîtes vont être obligées de suivre et Casto ne pourra plus produire une perceuse, mais il y aura un acheteur de perceuse qui la prêtera à sa communauté, etc. Et on va réinventer le troc et on ira toujours chez son voisin lui demander son appareil à raclette. Et ça a été vraiment la promesse très forte de l'économie collaborative. Et pour toi, c'est peut-être la plus grosse hérésie, le plus gros mensonge. Oui, tu prêterais pas ton appareil à raclette? Il faudrait vraiment trouver les bonnes conditions pour que je le fasse. J'ai même plus d'appareil à raclette d'ailleurs, je crois. Mais ça coûte. Enfin, en gros, il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Par exemple, je remarque que tu as dit revenir au troc, comme si le troc était une forme naturelle des échanges qui avait précédé la monnaie, ce genre de choses. On sait bien, à partir des différents travaux des ethnologues et des anthropologues, que le troc n'est pas du tout un mode d'échange qui marche. Donc toutes les plateformes que j'ai vues se baser sur le troc, globalement, se sont plantées. Parce qu'il y a une erreur anthropologique fondamentale de considérer que le troc est une espèce d'état primitif de l'économie. C'est pas vrai. Bon, alors ça, c'était un peu l'incise, parce que j'aime bien cette question du troc. Mais oui, ce genre de mantra, l'usage va se substituer à la possession. Dans 15 ans, on n'aura plus d'usine parce qu'on fera tous nos objets chez nous sur des imprimantes 3D. C'est pas vrai. C'est pas aussi massif. Il y a quelques biens, effectivement, aujourd'hui, qu'on n'a plus envie d'avoir parce qu'ils sont encombrants. Et si on peut s'en passer, quand on est urbain, dans une grande ville, effectivement, la voiture, si on peut s'en passer, c'est mieux. On est plutôt content de ne pas s'encombrer d'une voiture quand on habite à Paris. En remerciant la personne qui nous a amenés en voiture ce matin parce qu'il pleuvait. C'est vrai. Merci Sébastien. En plus. Là, tu nous mets en infraction et c'est filmé, donc s'il te plaît. Non, mais effectivement, la voiture, c'est un bien aujourd'hui qui est une contrainte. L'appartement, donc on voit qu'Airbnb, ça marche très très bien. Le succès d'Airbnb est indéniable. C'est pas un hasard, c'est parce que l'appartement, le logement nous coûte extrêmement cher et que si on peut l'amortir d'une façon ou d'une autre, on y va. Une perceuse qu'on a payé 40 € chez Casto ou chez Leroy Merlin, on a moins d'incitation parce que c'est quand même une forme de consommation qui est contraignante, qui est chronophage. Faut trouver la personne à qui la louer, faut se déplacer. Enfin, c'est une consommation en fait qui est pleine. Enfin, la consommation collaborative, il y a pas mal de frictions, pas mal de petites contraintes qui font que il faut vraiment vouloir le faire. Et les incitations que vous avez à louer votre perceuse pour 3 € pendant 1 heure, à en être vraiment à la dèche, peu de gens en fait se lancent dans cette démarche-là parce que c'est tout simplement ça demande trop de temps, trop d'investissement pour gagner trop peu. Et donc, globalement, toutes les plateformes, en plus, si le modèle économique des plateformes est de prendre un pourcentage sur, on va dire 10% sur chaque transaction, si ça coûte 3 € l'heure de louer une perceuse, il va falloir en louer beaucoup pour avoir un modèle économique tenable. Donc l'économie de plateforme, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle se structure sur des biens durables, des biens chers, des biens que les gens ont ont plus forcément envie de posséder ou qui leur coûtent trop cher. Mais pour la plupart des objets de consommation courante, c'est pas vrai qu'on va tous devenir des êtres demain libérés de toute possession matérielle et dans une espèce. Ça me semble assez faux. Si on met le curseur assez haut, en revanche, il faut dire qu'on va vers une vraie
révolution collaborative sur les biens très chers. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus louer son bureau à la journée. J'ai vu que dans le Beaubostan, à Paris, près de République, il y a pas mal de cafés collaboratifs qui s'ouvrent à la journée. Les agriculteurs commencent à partager des machines-outils qui coûtent extrêmement cher. On pourra partager ces drones. Donc, en gros, on peut dire que sur les biens au-delà de, mettons, 1000 euros, on peut recréer du collaboratif, ça oui. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de dire qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas que l'économie de plateforme n'existe plus, n'a pas d'avenir. Il s'agit de dire que ce n'est pas une espèce de vague qui va emporter toute la société. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et il faut se libérer de ce genre de mantra un petit peu idiot, un petit peu bêta, comme l'usage va se substituer à la possession. Mais évidemment que il se passe énormément de choses intéressantes, y compris dans l'agriculture. Je suis passé au salon de l'agriculture l'an dernier. Effectivement, j'ai vu ce qui se passait du côté de la ferme digitale, les plateformes de crowdfunding qui se créent pour les agriculteurs, des plateformes de mutualisation. Et il se passe des choses, mais encore une fois, c'est pas en l'abordant sous un prisme généralisateur comme l'économie collaborative qu'on va vraiment comprendre ce qui se passe. Par exemple, je trouve que la question de la mobilité doit être envisagée en tant que telle, à part. Et du point de vue des services, puisqu'à partir du moment où on mutualise tout, l'autre grande promesse, c'est que demain, on sera donc tous producteurs, créateurs de contenu artistique ou de contenu éducatif. Est-ce que ça, pour le coup, on va y arriver ou là aussi ça va bloquer? Tous producteurs de contenu artistique? Wow. Tous producteurs de contenu, malgré nous, en fait, j'ai l'impression que ce qui se joue, en fait, pour moi, alors même à Marotte aujourd'hui, plutôt que l'économie collaborative, c'est effectivement cette transformation du travail. Et vous connaissez bien le sujet, Monsieur Hédin, pour vous intéresser aux artistes, aux intermittents. Les producteurs de contenu ne sont pas forcément les mieux lotis dans l'économie numérique. C'est compliqué de trouver un modèle économique sur le web. Il faut juste citer un chiffre, c'est que pour aujourd'hui, pour un artiste, pour toucher autant de droits d'auteur qu'avec feu un CD, donc pour les lycéens, c'était le support qui servait à passer de la musique il y a une vingtaine d'années, il faut passer 1 200 000 fois sur Spotify. Voilà, donc les effets de masse ont un bel avenir devant eux. Donc je ne pense pas qu'on va tous devenir du jour au lendemain créateurs. Par contre, je pense que les empreintes, les données qu'on laisse sur Internet constamment sont de plus en plus génératrices de valeur et qu'en fait, nous sommes tous, sans trop le savoir, des travailleurs de la grande usine du numérique. Des prolétaires digitaux, pour faire un petit anglicisme. Et donc, oui, à travers nos interactions, à travers notre vie en ligne, à travers nos préférences, enfin, nos modes de consommation en ligne, on a une espèce de double numérique qui se crée à côté de nous et qui est, lui, un travailleur qui crée de la valeur, qui laisse des traces et qui, parfois, je pense, crée même plus de valeur ajoutée que ce qu'on fait quand on est au bureau et qu'on fait des PowerPoint. Alors, dans quelques minutes, on va parler des consommateurs. C'est donc le consommateur qui, par ses choix de consommation, décide d'être plus ou moins vertueux. Et la révolution ouverte par le collaboratif, c'est le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est moi, consommateur, je décide d'investir dans ce projet pour qu'il puisse naître. Et sans mon argent, il ne serait pas né. On aurait dû avoir dans quelques minutes avec nous l'ambassadrice de Kickstarter en France. Je croyais qu'elle était là. C'est faux. C'est Kitry de Villepin qui nous rejoint et ça n'est pas Axel. Donc Kickstarter promeut le fait qu'ils ont créé énormément d'emplois et autres. Et en France, nous aussi, on a KissKissBankBank et Ulule qui surfent sur cette révolution collaborative. J'ai vu d'ailleurs que cette semaine, Ulule avait annoncé une levée de 5 millions d'euros. Donc on peut se dire que le collaboratif est en marche et en même temps, c'est 5 millions d'euros qui ont été levés auprès de BNP Paribas, qui est là aussi pas l'incarnation du kibbutz. Ou alors j'ai raté un épisode. Ils ont aussi ouvert une boutique physique, c'est ce qui est amusant il y a 2 semaines, Ulule, justement pour proposer les différents produits qui auront été financés sur la plateforme. C'est là où en fait on voit la différence qu'il y a entre l'ESS et ce qu'on a appelé l'économie collaborative, c'est que c'est plutôt un prolongement de l'économie numérique. Cette économie collaborative, le financement participatif, toute cette économie-là, elles sont nées dans le sillage du numérique et du coup elle est marquée par une certaine culture entrepreneuriale, par un accès au financement qui est celui en fait assez traditionnel, ou bien du corporate venture, ou bien des VC, des ventures capitalistes. Et c'est une économie, encore une fois, qui n'a pas vocation... Enfin, généralement, quand on lance une plateforme, le problème de l'économie de plateforme, c'est que la valeur d'une plateforme se jauge en gros au nombre de participants qui sont actifs dessus. Vous allez sur Blablacar, s'il y a 3 mecs qui sont actifs sur la plateforme a 0 valeur. Donc il faut construire patiemment, lentement, après tout Blablacar, ça leur a presque pris 10 ans, une masse critique d'utilisateurs qui va faire que votre plateforme va avoir une valeur d'usage.
Et donc le problème, c'est qu'on doit forcément se lancer dans une espèce de course à la taille, et il n'y a pas 36 solutions pour y aller. Donc il y a toujours une espèce de pragmatisme potentiellement un peu dérangeant là-dessus, qui conduisait ces startups, parce que c'était des startups, hein, la plupart du temps, c'est quand même majoritairement l'économie de plateforme est portée par des structures de ce type-là, par des SAS, par ce genre de choses, et pas par des assos ou des scopes ou que sais-je. Et donc il y a toujours eu cette compromission un petit peu originale, oui. Alors, mais qui est inscrite dans l'ADN de cette économie-là. Et donc toi, en fait, pour résumer, avant d'avoir quand même une petite... je voudrais qu'on finisse sur une note plus optimiste sur l'avenir de l'économie collaborative, pas plomber tout le monde, mais... On va tous crever. Hier soir, il était pire. Parce que le fait de pas parler de politique, sinon vous êtes plombé pour un siècle et demi. J'aurais bien voulu que tu amènes... Non. Mais la bulle de l'économie collaborative, au fond, elle aura fait à peine 4-5 ans. Il y a eu des promesses incroyables aux États-Unis, le Lending Club, donc c'était du prêt de pair à pair, qui devait remplacer les banques traditionnelles. Et là, ils sont en chute libre depuis le début de l'année. Donc pourquoi est-ce que cette bulle, elle est allée aussi vite et elle est retombée aussi vite ? Mais parce qu'on s'ennuie, premièrement, et parce qu'on est un petit peu... Enfin, j'ai l'impression qu'on est en attente d'une espèce de grand récit qui va nous sauver, parce qu'effectivement, nos vieilles idéologies, enfin, on est encore en train de patauger dans des philosophies politiques, dans des concepts, dans des théories économiques qui sont, à mon avis, complètement inadaptées à notre temps. Je pense que la philosophie libérale ou l'économie libérale ne nous dit rien, mais rien de l'économie et du monde tel qu'il existe aujourd'hui. Le collaboratif, c'était plus sympa. Alors avec le recul, je dirais que c'était un petit peu naïf, mais en tout cas, il y avait une espérance derrière. Je pense que ce qui nous a attirés les uns et les autres dans ce grand discours sur l'économie collaborative, c'est que ça pouvait effectivement ressembler à un grand récit, que ça nous disait quelque chose du futur, que ça nous disait quelque chose d'un futur un petit peu commun. Donc oui, c'est ce qui, je pense que le problème, c'est qu'on aime bien ce genre de concept qui nous explique qu'un monde merveilleux est en train de se tramer en arrière-plan sans qu'on ait rien à faire. Vous savez, la raison dans l'histoire de chez Hegel, la raison dans l'histoire chez Marx, Francis Fukuyama qui nous explique que la démocratie est la fin de l'histoire, et maintenant Rifkin qui nous explique que la convergence mystique de l'Internet des objets, de l'Internet de l'énergie va nous amener vers un nouvel état formidable, une société à coût marginal zéro. On est très réceptifs, nous, à ce genre nous Européens, nous post-hégéliens, à ce genre de grands discours qui nous font un petit peu rêver, mais qui, à mon avis, sont largement faux la plupart du temps. Donc j'ai l'impression qu'on en est à un stade aujourd'hui où l'économie collaborative, c'était une façon d'avoir un discours alternatif sur le numérique. C'était une façon d'avoir un discours qui n'était pas une pure transposition de l'idéologie de la Silicon Valley avec l'héroïsation des entrepreneurs, la réussite individuelle, la disruption à tout va. Il y avait une volonté, effectivement, de remettre du collectif, de raconter une histoire un petit peu plus commune. Et de ce côté-là, c'était un beau moment. C'était un assez beau moment. Mais je pense qu'on rentre dans une phase aujourd'hui où, effectivement, plutôt que de croire à ces grands récits, à ces concepts un petit peu gadgets qui nous font rêver, l'uberisation, l'économie collaborative ou même l'économie positive d'une certaine façon, il est temps de repolitiser un petit peu. Non, mais soyons francs. C'est filmé. Il est temps, mais c'est pas grave. Non, mais disons que ce sont des concepts qui sont stimulants, qui créent de l'espoir. Mais je pense qu'en fait, on en est à un moment où il est plutôt temps de politiser la question du numérique plutôt que de la cantonner dans la sphère économique en se disant que vous inquiétez pas, ma bonne dame, c'est en train de se dépatouiller bon an, mal an, sans que vous ayez à mettre les mains dedans. Donc voilà, je pense qu'il est temps de refaire un peu de politique. Cérémonie de mariage, bar mitzvah, Arthur de Grave, le sourire auprès de chez vous. Alors, comme je voudrais quand même qu'on termine sur une note plus positive, malgré... Je vais la chercher celle-là. Non, parce que bien sûr, j'irai la chercher avec les dents. Il y a quand même des milliers de personnes qui viennent ici et qui bravent la pluie. Quand il y a le WeShareFest, il y a énormément de monde, que ce soit à Paris, à Berlin, je crois que vous en faites un à Rio dans quelques mois. Ouais. C'est donc qu'il y a quand même quelques milliers de personnes qui se déplacent pour ça. On voit que sur les plateformes de change.org, il y a des pétitions qui arrivent à des millions de signatures. Maintenant, il y a même make.org qui est lancé par Axel Dochez sur le principe de Meurio qui est venu parler l'an dernier ici au Havre, sur le principe on ne se contente pas de signer, mais on veut vérifier derrière qu'il y a la promesse et que c'est fait. Donc il y a quand même un certain nombre d'alternatives socialement et écologiquement vertueuses qui existent. Donc toi qui observes un peu tout ça partout dans le monde, donne-nous deux, trois sites à suivre, 2-3 plateformes vertueuses.
Alors, effectivement, les gens viennent parce qu'il se passe quand même des trucs super. Il y a un appétit renouvelé pour les formes de démocratie participative. Il y a quand même des révolutions technologiques qui arrivent, comme potentiellement la voiture autonome ou la blockchain, qui amènent leur lot qui suscitent à leur tour un certain espoir, et un espoir qui n'est pas injustifié à mon sens. Aujourd'hui, il y a pas mal de questions qui se posent aussi sur la réinvention de la protection sociale pour réintégrer les travailleurs indépendants qui sont peut-être de plus en plus nombreux demain. Peut-être que se libérer du salariat et se libérer du travail à plus long terme, avec des choses comme le revenu universel, sont des raisons de s'enthousiasmer. Donc oui, il se passe des choses, enfin, il y a des mouvements intéressants. Si vous voulez regarder, moi je pense notamment à un mouvement qui est un petit peu la post-économie collaborative, qui est intéressant, qui est porté notamment par un professeur à New York qui s'appelle Trevor Scholz, et par un ex d'Occupy Wall Street qui s'appelle Nathan Schneider, qui eux aujourd'hui s'intéressent en fait à la question du coopérativisme de plateforme. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des plateformes qui concentrent la valeur, qui recourent à du travail freelance et qui capitalisent et qui sont valorisés 60 milliards et qui foutent tout ça au Luxembourg, l'idée effectivement de mettre en place, enfin de travailler pour que l'économie de plateforme et le coopérativisme un petit peu ancien travaillent main dans la main pour que l'un se modernise et pour que l'autre deviennent plus durables. Voilà. Alors regardez un petit peu ce qui se passe du côté de plateforme coopérativisme. Je crois que la conférence est le mois prochain à New York. Il y aura sans doute des choses intéressantes et assez stimulantes à suivre de ce côté-là. Ouais. On peut pousser jusqu'à une deuxième sympathique. Wow. Tu vas un petit peu loin. Sur une thématique intéressante, moi, je travaille pas mal avec les gens de la ruche qui dit oui aujourd'hui, qui portent justement qui cherchent en ce moment, alors même que c'est une boîte qui a fait des levées de fonds auprès de VC tout à fait traditionnels, qui cherchent aujourd'hui un mécanisme pour partager le capital avec les membres du réseau. Alors sachant que c'est pas aussi évident que ça, puisque quand vous n'êtes pas dans une structure coopérative et pour tout un ensemble de raisons, c'est compliqué du point de vue de la gouvernance de transformer une start-up en coop. Mais en gros, eux cherchent à intéresser au capital les participants non salariés. Il n'y a pas vraiment de mécanisme pour le faire, donc on travaille là-dessus. Et je veux regarder un petit peu, d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir des nouvelles là-dessus. Et je pense que ça peut être un précédent intéressant pour justement amener cette économie de plateforme à un état plus désirable. Voilà, on y arrive. Merci Arthur. Pour une fois, on n'est pas à la bourre. Est-ce qu'il y a une ou deux questions sur l'avenir de l'économie collaborative? Oui. On voit rien. Alors, ouais, et je devrais la répéter parce que c'est enregistré, mais allez-y. Parlez fort. Il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant. Alors, il faut juste répéter question, pour l'enregistrement. Donc, est-ce qu'on peut revenir aux origines de l'économie collaborative, et est-elle née pour des raisons morales de dépassement de la crise, ou est-ce qu'il y avait un effet d'opportunité, parce que comme les gens s'étaient appauvris, il y avait aussi la possibilité de consommer à moindre frais? Alors c'est la raison pour laquelle on a assez rapidement abandonné le concept d'économie de partage, parce que justement la notion de partage directement appelait tout un imaginaire, la notion de partage est beaucoup plus chargée moralement. Et justement à l'époque, quand on utilisait collaboratif, ça nous semblait beaucoup plus neutre, et du coup on n'avait pas à se poser la question est-ce qu'on le fait en gros par intérêt pécuniaire, par intérêt matériel ou par altruisme. En fait, d'une certaine façon, c'est une question qui revient souvent, mais en fait, comme tu l'as très bien dit, tu l'as fait pour les deux raisons. Et c'est assez amusant en fait de voir que systématiquement, on a l'impression que tout ce qui relève des incitations économiques et tout ce qui relève en fait de la sociabilité, de la sociabilité humaine, sont des trucs qui s'excluent mutuellement.
En fait, c'est les deux, quoi. La plupart du temps, ça dépend des jours. Moi, il y a des jours où je vais sur Airbnb parce que j'ai envie de rencontrer des gens et des jours parce que j'ai pas envie de payer un hôtel 150 balles la nuit pour être dans un truc pourri. Ça dépend de ton humeur, ça dépend de plein de choses. Mais ce qui est marrant, c'est de penser, de se dire que l'altruisme et l'intérêt individuel sont forcément des trucs qui s'opposent. Justement, je pense qu'il y a aussi à travers cette notion d'économie collaborative, il y avait une volonté de réencastrer un petit peu de force tout ce qui relevait de l'économique dans la société. Donc de plus jamais se poser cette question, de se demander si on était un moment T, un agent économique ou un citoyen, quoi. En fait, on est les deux en permanence parce qu'on n'est pas des... En fait, on ne vit pas en fonction des... Donc notre être n'est pas scindé par les disciplines qui essaient de le comprendre. On peut en prendre une deuxième? Oui. Alors la question était, qu'est-ce que ça veut dire donc de repolitiser le numérique? Il y a une réponse marchande qui est investissez 10 € dans un livre qui s'appelle La fin des hiérarchies, qui a été écrit par le collectif WeShare. Merci Vincent, que je n'ai absolument pas pris pour en vendre. Car je suis un très mauvais VRP. Ouais. Bon. Et l'autre réponse, c'est Arthur qui l'a. Il y a plusieurs choses en fait. Déjà, il s'agit de faire de la question numérique un élément de débat politique, et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le truc le plus haut sur l'agenda en ce moment. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Par exemple, pour moi, aujourd'hui... Il n'y a pas de Burkini collaboratif? Peut-être qu'on pourrait faire des plateformes pour en vendre, pour en financer, je sais pas. Il y a plein de trucs à imaginer sur le Burkini. Je te remercie d'ailleurs d'avoir relancé ce débat, Vincent. Parce que voilà l'exemple de pourquoi on ne peut pas en parler. Un exemple tout bête. Aujourd'hui, en fait, j'entends très souvent un truc qui me hérisse, c'est quand on dit la technologie est neutre. Alors, la technologie en soi, l'abstraction de la technologie, bien sûr, parce que c'est une abstraction. Une technologie n'est pas donnée, n'est pas neutre. Elle est créée par des gens qui se situent dans un contexte social, historique, idéologique particulier. Une tablette, cet appareil-là n'est pas une technologie neutre. C'est une technologie qui est faite pour me fournir un certain type de contenu, pour capter certaines datas sur moi. C'est pas neutre. Ça esquisse, en fait. Ces technologies sont assez politiques en elles-mêmes. Donc pour moi, aujourd'hui, l'un des gros enjeux, par exemple, et je sais que Vincent l'aime beaucoup, il l'a rencontré il n'y a pas très longtemps à une autre conférence, un monsieur qui s'appelle Matthew Crawford, qui porte une critique assez intéressante, une critique plutôt d'ordre phénoménologique sur la technologie aujourd'hui. L'un des enjeux, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt de travailler à créer des formes de technologie qui ne nous transforment pas en des espèces de créatures ectoplasmiques complètement passives, coupées du monde, coupées des autres, qui s'auto-consomment d'une certaine façon. Voilà un enjeu politique assez fort. Comment on fait pour recréer de l'attention partagée? Comment on fait pour, à travers la technologie, recréer du lien plutôt que d'enfermer les personnes dans des espèces de boucles fermées de rétroaction de consommation? Ça, c'est une question politique intéressante. Comment on fait ça? Parce qu'on n'a pas le contrôle, c'est pas nous qui avons créé ces technologies-là. Comment on fait pour créer des technologies qui reflètent l'idéal politique vers lequel on veut aller? Une autre question éminente, c'est est-ce que le retour partiel, le retour du travail indépendant et le détricotage par le haut et par le bas du salariat est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et comment on réinvente, comment on recrée des solidarités sur cette base-là? Voilà. Ça, c'est les questions politiques qu'on doit se poser, moins que effectivement le Burkini collaboratif ou ce genre de choses. Alors je confirme ce que dit Arthur sur sur Matthew Crawford. Après, je ne vais pas vous saouler avec une bibliothèque énorme, mais si vous pouvez lire Éloge du carburateur de Matthew Crawford, c'est énorme, et éventuellement Contact. Qui est pas mal du tout aussi. On en prend une toute petite dernière s'il y en a, et après on passe au consommateur. Ou est-ce qu'on a satisfait votre curiosité? C'est bon? Ou il y avait une main au fond là? Non, je crois que c'est bon. C'est bon? Merci beaucoup Arthur. Merci. On va te laisser te rasseoir. Alors, si tu peux rester dans le coin, comme ça, je crois que vers 11h, il y a un meet de speakers. Et donc, on va passer directement à la table sur les consommateurs. Donc, je voudrais être rejoint par les intervenants, s'ils sont là.